Mes chers camarades, tout d'abord, je vous adresse le salut fraternel du syndicat FO Défense Ballard, qui m'a mandaté, vous savez, le futur Ballargone à la française à 3,5 milliards d'euros, des camarades personnels civils de la Défense et des entreprises d'armement sous tutelle, et de l'ensemble des syndicats de la Fédération. Je voterai le rapport moral du secrétaire général et le rapport de trésorerie. J'en profite pour remercier Rose et bien évidemment Jean-Marc pour leur soutien et leur souhaite le meilleur pour la suite. Le ministère de la Défense, mes chers camarades, c'est 65 000 personnels civils, alors que nous étions 145 000 il y a seulement 15 ans de cela. Je n'évoque pas ici les personnels militaires, nous ne les syndiquons pas encore, mais peut-être cela changera-t-il bientôt. Nous en parlions encore voici quelques jours avec Jean-Claude, nous nous tenons prêts. Et alors que ce ministère, après des années de restructuration destructrice de son secteur industriel, a supprimé 54 000 emplois entre 2008 et 2014, mes chers camarades, ce sont encore 24 000 emplois qui doivent être détruits d'ici à 2019. En tout, 78 000 postes disparus, soit plus de 25% des postes. Et là aussi, on en voit les effets. Jean-Claude et Pascal, au cours de leur déplacement dans certaines bases et casernes, ont pu se rendre compte de l'état d'esprit de certains chefs d'établissement qui n'hésitent plus, mes chers camarades, pour nombre d'entre eux, à exprimer leur désarroi, leurs difficultés et leur incapacité à remplir leur mission avec les moyens et les budgets qui leur sont alloués. Je me garderai bien ici de faire de la récupération, ce serait indécent. Mais mes chers camarades, il aura fallu 17 morts et un choc sur l'état de notre République pour que le président de la République consente à infléchir quelque peu la courbe de déflation d'effectifs de 7 500 postes sur la période 2015-2019. Autrement dit, au lieu d'en supprimer 24 000, on en supprimera 16 500. Et c'est comme ça, mes chers camarades, qu'on va prétendre réintroduire la défense dans des départements qu'elle a désertés. Quand Force ouvrière dit République encore, ça veut dire présence de l'État, ça veut dire présence des services publics, ça veut dire des écoles, ça veut dire des tribunaux, ça veut dire des hôpitaux, des commissariats, et oui, ça veut aussi dire des régiments, des bases aériennes et des bases navales. Et comment croire, mes chers camarades, que la situation s'améliorera alors que le pacte de responsabilité porte en lui les germes de la casse des services publics, alors que les 41 milliards de cadeaux au patronat sont financés par 50 milliards d'économies, dont 17 milliards pour les seuls services publics. Et dans cette configuration, comme pour la révision générale des politiques publiques, c'est la défense qui paye le plus lourd tribut. C'est dans ce contexte que les élections du 4 décembre ont eu lieu. C'est dans ce contexte que nous avons réaffirmé notre attachement indéfectible à la liberté, à l'indépendance de notre organisation, que nous avons réaffirmé nos revendications, et c'est dans ce contexte que Force ouvrière est restée la première organisation syndicale au ministère de la Défense, face à une coalition CFDT-CFTC qui, sur le papier, nous devançait de près de 2000 voix. Bien sûr, comme l'a dit Jean-Claude hier, le travail de terrain a payé. Bien sûr, les camarades ont accompli un travail extraordinaire. Mais ça ne peut fonctionner qu'avec des revendications claires, un positionnement sans ambiguïté, tant sur la situation sociale et la politique du gouvernement que sur nos relations avec les autres organisations syndicales et leur volonté toujours existante d'un syndicalisme rassemblé. On l'a encore vu récemment, après les événements tragiques de début janvier. Mes chers camarades, on peut toujours demander aux camarades sur le terrain de se démener et de se sortir les tripes pour faire gagner Force ouvrière. Mais si Force ouvrière n'est pas lisible, si nos positions ne sont pas clairement exprimées,
si nos revendications sont aux antipodes de ce à quoi aspirent les salariés, ça ne marche pas. Nous n'aurions pas réussi ces élections sans l'engagement fort de la Fédération générale des fonctionnaires et du Bureau confédéral. Et je veux ici souligner l'impact qu'ont pu avoir les déplacements de Jean-Claude et Pascal dans les établissements publics de l'établissement de la Défense, et notamment la publication du livre « Il faut sauver le service public ». Alors oui, on peut toujours déplorer que les lois portant réforme de la représentativité des accords de Bercy aient transformé nos structures, dans une certaine mesure, en machines électorales, dévoreuses d'énergie, de temps et d'argent. Mais moi, mes chers camarades, je ne me fous pas des élections. Parce que les élections dans la fonction publique, mes chers camarades, ce sont aussi les moyens et les temps syndicaux. Et c'est aussi le fonctionnement de notre appareil interprofessionnel. Mais à quoi servirait-il d'être les premiers, comme c'est le cas aujourd'hui dans la fonction publique de l'État ou dans nombre d'entreprises du secteur privé, si nous ne nous développons pas, si nous ne développons pas le nombre de nos adhérents et de nos implantations? C'est un enjeu majeur pour notre organisation. Ça passe, mes chers camarades, par une politique de formation des militants ambitieuse et aussi, par exemple, par la prise en compte des revendications et de la défense de catégories de salariés que sont les femmes, les jeunes ou encore les salariés en situation de handicap. J'ai connu le temps, mes chers camarades, où dans notre organisation, certains camarades considéraient qu'il n'y avait pas de femmes, pas de jeunes, pas de handicapés, pas de travailleurs immigrés, il n'y avait que des salariés. Qu'on ne se méprenne pas sur mes propos, mes chers camarades. Il n'est pas question de sectoriser et saucissonner nos revendications. Mais comment continuer de penser de la sorte quand on connaît les différences de salaire entre hommes et femmes, quand on sait le peu de postes à responsabilité occupés par des femmes, notamment dans la fonction publique, ou quand on sait les difficultés vécues par les travailleurs handicapés pour ne serait-ce que trouver un emploi décent, et quand ils y arrivent, les problèmes insurmontables qu'ils rencontrent en matière de temps de travail, d'aménagement de poste, ou plus grave encore, de discrimination récurrente. Alors oui, mes chers camarades, le développement de Force ouvrière passe par un militantisme de terrain, en revenant parfois, et même souvent, aux fondamentaux, par des revendications claires, comme c'est le cas aujourd'hui au Bureau confédéral, sur la défense de l'industrie, des services publics, de la sécurité sociale, de l'école, par nos actions pour l'augmentation des salaires, la défense des retraites, mais ça passe aussi par notre capacité à nous adresser aux salariés. Gilles, tu penses à conclure? Je conclus, qui souffrent parfois plus que leurs camarades du fait de leur origine, de leur sexe ou de leur handicap. Et c'est dans ce sens que je veux souligner le travail effectué par le Bureau confédéral à travers les actions telles que la journée handicap. Et gagner les élections, développer Force ouvrière, c'est donner plus de poids à notre organisation, plus de force à notre parole. Mais ça doit aussi avoir pour but de faire aboutir nos revendications par la négociation quand c'est possible, en signant des accords quand on considère qu'ils constituent une avancée pour les salariés, chômeurs ou retraités, et par l'action quand la négociation ne suffit pas ou n'aboutit pas. Aujourd'hui, alors que les traitements des agents de l'État sont gelés depuis 5 ans, que les services publics sont en danger, que les politiques successives d'austérité appauvrissent les salariés, que les premiers effets des réformes des retraites, notamment la décote, grèvent le pouvoir d'achat des retraités, que le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter, que l'emploi industriel recule année après année, le temps, mes chers camarades, de l'action est venu. Moi aussi, je peux citer Marc Blondel. Je me souviens d'avoir assisté à un de ses derniers discours où il disait « Il faut les arrêter, mes chers camarades, sinon ils nous prendront tout, ils ne seront jamais rassasiés. » Alors il est temps de poser les bases d'une riposte interprofessionnelle. Gilles. Je conclus, de nature à faire gagner nos revendications et faire cesser ces politiques d'austérité. Ne me coupe pas quand c'est le plus intéressant. Prenons l'initiative, mais pas n'importe comment. Pas pour se compter en interne, pas pour faire des rodomontades en tribune, mais avec la perspective d'une action la plus large possible, avec d'autres organisations syndicales si c'est possible. Notre congrès doit être le point de départ de la construction d'une telle action. Mais ne nous y trompons pas, cette construction peut prendre du temps et il vaut mieux 3 mois à réussir une action
qu'un mois à la rater. Vive la Confédération Générale du Travail et plus que jamais, mes chers camarades, vive la République, vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité et vive la laïcité.